Bonsoir. 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 Bienvenue à cette plénière de clôture. Nous espérons que vous avez passé une bonne journée prison-justice du Genepi. Cette plénière de clôture s'intitule « Violence policière, violence judiciaire ». Deux éléments d'actualité d'abord pour introduire cette plénière. En premier lieu, l'arrestation d'Antonin Bernanos, le 5 décembre dernier, afin qu'il purge la peine prononcée par le tribunal de Paris dans le cadre du procès de l'affaire du quai de Valmy, donc 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Un deuxième élément, la décision de faire retourner en prison Yacouba Traoré, le frère d'Adama et d'Assa Traoré, une décision prise par le tribunal de Pontoise le 16 novembre dernier. La famille dénonce un acharnement judiciaire opéré par ce tribunal précisément. Ainsi, Antonin Bernanos devait être présent lors de cette plénière de clôture, mais il a été incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis suite à une arrestation au domicile de sa mère, Geneviève. Arrestation d'une violence extrême au cours de laquelle la vingtaine de policiers présents ont commencé par défoncer la porte au bélier avant d'embarquer Antonin, et ce sans qu'il ait le temps de s'habiller ou de préparer son incarcération. Aussi, pour ne pas taire sa voix ni rendre invisible le mouvement antifasciste qu'il représente entre autres, Geneviève Bernanos est présente, nous la remercions très vivement. Elle se propose d'aborder, selon son point de vue, le monde prison-justice tel qu'il se présente à elle aujourd'hui et depuis quelque temps. Un point important que nous souhaitons soulever aussi, c'est le lien familial avec la personne détenue. Le lien familial souvent maintenu par des femmes, qu'elles soient compagnes, mères, sœurs. On parle des personnes détenues, mais on ne doit pas laisser de côté l'émotion, la sensibilité, la colère ou encore la lutte de leurs proches. Ce sont là des formes de dommages collatéraux qu'il faut rendre visibles. L'institution judiciaire et carcérale étant comprise comme un système, comme un tout. Enfermer Antonin, c'est en quelque sorte donner l'exemple. Il fait partie de cette jeunesse qui contribue à la dénonciation des violences policières, dont Adama Traoré a été la victime le 19 juillet 2016, le jour de son 24e anniversaire. Assa Traoré, depuis cette date, se consacre à la cause de la vérité et de la justice pour Adama. Il avait lui-même connu la prison, encore très jeune. Merci à Assa de nous rejoindre ce soir. Merci aussi à vous, Geoffroy de la Gannerie, d'être présent. Vous êtes sociologue et philosophe, l'auteur de « Juger, l'état pénal face à la sociologie », mais aussi de « Penser dans un monde mauvais ». Vous avez dit dans un entretien « Ce que je suis, c'est le fait que je ne suis pas en prison. Ma vie est définie par le fait qu'elle organise aussi l'exclusion et l'emprisonnement d'un certain nombre d'individus. » Sans plus attendre, Geneviève, nous vous laissons la parole. Merci à tous de m'accueillir. Ce ne sont pas des moments faciles. Je ne devais pas être là aujourd'hui. C'était Antonin qui devait vous parler de son point de vue et de son expérience de la justice et de la prison. Je fais comme d'habitude, je reprends le flambeau quand il ne peut pas parler. Mardi a été une journée terrible. La justice a décidé de mettre en œuvre le jugement qui a été prononcé contre lui au mois d'octobre dernier et de le faire avec la plus grande brutalité et la plus grande violence. Il aurait pu être convoqué par un courrier, comme en général ça se passe. Le procureur de la République en a décidé autrement, en cochant la case défonçage de porte et en se présentant, en faisant présenter la brigade d'exécution des peines à mon domicile, mardi à 6h du matin. Antonin, donc, aujourd'hui, est en prison et pour de longs mois. Je ne vous parlerai pas du détail de cette affaire du quai Valmy que vous avez vraisemblablement suivi,
mais je vous parlerai davantage des ressorts et des processus judiciaires, policiers et pénitentiaires qui sont utilisés par l'État pour museler, tétaniser tous ceux qui osent contester aujourd'hui ces dérives autoritaires, racistes, qui osent pointer la protection des intérêts des plus puissants, l'accablement des plus fragiles, les dérives policières, tous ceux qui veulent protéger les migrants les plus faibles, les populations des quartiers notamment. C'était le combat d'Antonin, c'est toujours son combat. Et c'est pour cela, notamment, qu'il a été un des protagonistes les plus en vue dans cette affaire. L'État met donc en place une machine habituelle dans laquelle le triptyque police, justice, prison s'abat comme un rouleau compresseur. C'est cette expérience que je vais essayer de vous décrire avec mes mots et avec ce que j'ai vécu, moi, en regardant mes fils sombrer dans cette aventure extraordinaire. D'abord, c'est la détention provisoire, qui est un outil qui, en France, se veut normalement exceptionnel, mais qui devient un outil régulier de la justice pour pouvoir garder sous la main ceux qu'elle veut mettre en cause dans des affaires. Ce sont des présumés innocents qui sont derrière les barreaux pour s'assurer de leur condamnation, pour justifier des enquêtes, justifier des peines et ne jamais revenir en arrière. Vous le savez, nous avons dénoncé très tôt dans cette affaire ce qu'on a appelé une enquête à l'envers. En général, dans une enquête, on commence par des indices et puis on va vers la preuve et ensuite on arrête les personnes qui sont mises en cause. Là, dans cette affaire, Antonin et Angèle, mon autre fils, ont été d'abord désignés par des notes blanches des renseignements généraux et puis ensuite on a cherché des éléments pouvant les faire correspondre aux assaillants de cette voiture de police qui a été incendiée. Donc il a fallu construire un récit pour pouvoir mieux les accabler. Et dans cette construction, la détention provisoire était un élément important pour mieux les enfermer dans cette accusation. Ça a été d'autant plus criant pour Angèle, qui a fait 45 jours de prison, alors même qu'au bout d'une dizaine de jours d'enquête, on savait qu'il était totalement innocent des faits qui lui étaient reprochés. Pour autant, la justice l'a laissé en détention provisoire et quand on a demandé sa mise en liberté, le parquet, via le gouvernement, a osé faire appel de cette décision. Angèle, ensuite, est restée pendant 1 an et demi jusqu'au procès, sous un contrôle judiciaire extrêmement sévère, éloignée d'abord de Paris pendant 3 mois, en province, interdit ensuite de rentrer dans Paris, il a pu revenir en banlieue, interdit de rentrer à son domicile. Il n'a pas pu voir ni avoir de communication avec son frère pendant 6 mois. Et il a subi un pointage au commissariat de police toutes les semaines, et ce jusqu'au procès. Nous avons dû régulièrement demander des autorisations pour qu'il puisse quitter son domicile pour travailler, par exemple, ou pour pouvoir partir quelques jours en dehors de son domicile. Antonin, lui, est resté 10 mois en détention provisoire. De la même manière, je pense à Cara, qui est resté 16 ou 17 mois, Nicolas, qui est resté aussi 13 mois, Crème, qui est resté jusqu'au procès, comme Cara, alors même que l'enquête était close et que leur détention ne se justifiait plus pour la manifestation de la vérité dans cette affaire.
On voit bien là les ressorts qui sont utilisés pour écraser et déjà donner une peine, avant qu'elle ne soit prononcée par un tribunal, aux personnes qu'on veut accabler dans cette affaire. Cara, j'en reparle encore un peu parce que Cara, transgenre, est restée 16 mois à l'isolement, c'est-à-dire que c'est encore des conditions pires que celles qu'on peut vivre en détention provisoire. À Fleury, je ne vous parle que de ce que je connais. À Fleury, c'est une des plus grandes maisons d'arrêt de France, c'est la plus grande. Il y a à peu près 5000 prisonniers. Il y a un bâtiment entier qui est occupé par des présumés innocents. Plus de 900 personnes dans ce bâtiment D2 qui sont en attente de jugement et qui sont là certains depuis plusieurs années, ce qui est absolument invraisemblable quand on regarde les processus habituels et les mécanismes classiques de la justice. Être en détention provisoire, c'est d'être dans la plus grande incertitude. On ne sait pas à quel moment on va être convoqué, on ne sait pas combien de temps on va rester, combien de temps on va tourner, comme on dit en prison. Donc c'est extrêmement difficile de vivre cette détention. Et la détention provisoire, pour l'avoir vécu à travers ce que j'ai vu pour Antonin, ce sont des conditions qui sont pires que celles dans lesquelles vous êtes une fois que vous avez été condamné. Tout est beaucoup plus compliqué et la justice, comme la prison, met une pression sur vous puisque vous êtes dans l'attente de votre jugement et que vous essayez d'être un bon prisonnier pour pouvoir ne pas aggraver votre cas. La détention provisoire, c'est aussi des processus policiers qui se mettent en place parallèlement. Il y a un système qu'on appelle la machine à laver quand on est en prison. La machine à laver, c'est quand vous êtes en détention provisoire, on va ressortir toutes les affaires qui peuvent être ressorties sur votre histoire, même celles qui n'ont rien à voir avec l'affaire pour laquelle vous êtes incarcéré ou mis en détention. Et on va chercher à aggraver les charges d'une manière ou d'une autre pour confirmer que si vous êtes en prison, vous n'y êtes pas pour rien. Donc vous pouvez, pendant cette détention provisoire, être extrait brutalement à 5 heures du matin de votre cellule par des policiers qui vous emmènent en fourgon jusqu'au tribunal. Vous y passez la journée, qui vous emmène plutôt, pas au tribunal, mais dans un commissariat de police, en garde à vue, et qui vous interroge sur des affaires invraisemblables. Antonin, ça lui est arrivé 3 fois pendant les 10 mois de prison, 3 affaires évidemment qui n'avaient aucun sens et qui n'ont rien donné. C'est extrêmement brutal et c'est très violent, les extractions. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais les extractions des prisonniers sont des moments violents pendant lesquels on peut risquer aussi sa vie. Donc voilà à peu près ce que c'est que la détention provisoire. Et c'est un système extrêmement cruel sur les conditions de vie des détenus, extrêmement cruel aussi pour les familles. Le deuxième élément dont je peux parler aujourd'hui, c'est après le jugement. On a eu un jugement au mois d'octobre qui facialement pouvait laisser l'impression d'abord de condamnation lourde pour les prévenus et ensuite d'opportunités d'aménagement de peine. On a voulu apaiser le climat social qui était rude pendant ce procès, où beaucoup de camarades s'étaient mobilisés. On a donné un jugement qui était lourd pour Antonin, 5 ans, dont 2 avec sursis, mais pas de mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il ne retournait pas en prison immédiatement.
lui laissant les perspectives d'un aménagement de peine. On l'a laissé reprendre ses études à Nanterre, ici. On l'a laissé commencer à construire son projet de master, commencer à construire un projet professionnel, reprendre le cours de sa vie. Et puis, mardi, la justice a décidé, avec brutalité, de lui couper l'herbe sous le pied et de l'envoyer en prison. Alors qu'il s'apprêtait à passer ses premiers examens dès la semaine prochaine. On ne pourra donc pas montrer que c'est un étudiant assidu avec de bons résultats. Alors qu'il s'apprêtait à finaliser un projet professionnel, on ne pourra donc pas montrer qu'il avait un contrat de travail. Toutes les conditions qui sont nécessaires pour avoir un bon dossier d'aménagement de peine. C'est une décision pernicieuse qui a été prise par le président du tribunal. Une décision cruelle. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives ? Les perspectives, d'abord, c'est qu'il va devoir faire 2 mois de prison parce qu'il n'a fait que 10 mois de prison en préventive et que pour avoir un aménagement de peine, il faut avoir fait 1 an. Donc rien ne sera possible avant le mois de février. Les textes sont extrêmement compliqués à comprendre, à appliquer, le jeu des remises de peine, selon le temps qu'on a déjà passé en prison, selon les activités que vous avez en prison, que vous avez un travail, que vous avez des cours, que vous allez au sport, que vous allez à la bibliothèque. Donc tout cela, Antonin non plus n'aura pas le temps de le mettre en place parce que c'est extrêmement long de trouver un travail en prison, de pouvoir s'inscrire dans toutes ces activités. Les délais sont extrêmement élastiques quand la justice le décide. Ils peuvent être très rapides, comme on l'a vu mardi dernier, mais pour les prisonniers, ils sont toujours très longs. Un aménagement de peine, entre le moment où on en fait la saisine et le débat contradictoire, vous êtes convoqué devant le juge d'application des peines, c'est 4 mois. Et puis derrière, la cour d'appel peut faire appel. J'ai gardé beaucoup de relations avec les familles des détenus que je côtoyais pendant les 10 mois de détention provisoire d'Antonin. Une maman m'a appelée il y a quelques jours. Son fils est aménageable depuis 1 an. Il a fait 3 demandes d'aménagement de peine. Vous voyez, 4 mois multiplié par 3, ça fait 1 an. La dernière décision date du 8 novembre, c'est un refus, alors qu'il a un travail, qu'il a un domicile, qu'il a une promesse d'embauche et qu'il a toutes les conditions pour se réinsérer. Il vient de faire appel de cette décision et la date d'appel est fixée au 17 mai prochain. Voilà comment, tranquillement, on fait faire toute leur peine aux prisonniers et comment on les empêche de mener tout projet de réinsertion. Je ne suis donc pas très optimiste pour Antonin. Ces aménagements de peine, ce sont des conditions assez humiliantes pour les détenus. Il faut faire profil bas devant le SPIP, devant le juge d'application des peines. On nous a même dit qu'il fallait reconnaître les faits pour lesquels vous avez été condamné, ce qui va être extrêmement difficile pour Antonin, car s'il a été condamné, il n'a jamais reconnu sa participation aux faits. Donc ce sont des conditions qui n'ont rien à voir avec le droit, mais qui sont extrêmement brutales et humiliantes. Il va avoir les plus grandes difficultés à remettre en place son projet d'aménagement de peine. C'est un système où on soumet les prisonniers. Chaque demande fait l'objet d'une soumission, une demande de permission. Christophe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui en est à son 3e refus d'aménagement de peine,
vient d'obtenir sa première journée de permission après peut-être une centaine de demandes. C'est aussi un moyen de pression sur les prisonniers. Plus on conteste, plus on râle, plus c'est difficile. On nous a dit, dès mardi, vous avez eu tort de communiquer sur la manière dont on est venu arrêter Antonin chez vous, parce que vous allez vexer, gripper le juge d'application des peines. Vous nous mettez en difficulté, me disent les avocats. Je refuse de me soumettre. Le droit doit pouvoir s'appliquer à tous de la même manière. Et aujourd'hui, ce que je constate, depuis la détention provisoire d'Antonin jusqu'à aujourd'hui, sa mise sous écrou de manière brutale, c'est que rien ne se passe jamais normalement. Que tout est possible, surtout que depuis que la loi a intégré l'état d'urgence, tout est possible, y compris de venir vous arrêter de cette manière-là. Tout est possible, on peut transférer Antonin de prison en prison, nous empêcher d'avoir des permis de visite s'il le souhaite, l'isoler encore plus. Tout est possible. Et en dehors des règles de droit. Et ces règles de droit, aujourd'hui, donnent toute possibilité aux détenus d'être en liberté avec toutes les mesures de contrôle judiciaire possibles. Que ce soit un contrôle judiciaire par pointage, que ce soit le bracelet électronique, tout est possible aujourd'hui. Alors, pourquoi, dans ce pays où on dénonce la surpopulation carcérale, pourquoi empêche-t-on les prisonniers, quels qu'ils soient, d'obtenir ce droit à la liberté et à la réinsertion? La situation est incompréhensible. La prison ne sert à rien. Elle est juste l'instrument d'un dispositif répressif d'État. Elle est indispensable à une justice cruelle, volontairement opaque, pour servir des intérêts particuliers, et notamment ceux de l'État. Elle casse, elle humilie les hommes et les femmes qui y sont soumis. Tout prisonnier vous le dira, on devient délinquant quand on arrive en prison. Si l'on pense mettre Antonin à genoux, je pense qu'au contraire, continuer cet enfermement, continuer cet accablement ne fera que le renforcer dans ses luttes. Le dernier outil aussi, j'en parlerai peut-être plus tard dans ma vie, c'est le casier judiciaire. N'oubliez jamais que même quand on a payé sa peine, le casier judiciaire vous suit toute votre vie. Antonin, parce qu'il a eu une condamnation de 5 ans, aura un casier judiciaire qui sera ineffaçable. Dans le cadre de ses études, il lui sera extrêmement difficile, par exemple, de faire un doctorat parce qu'il n'aura jamais accès au financement public. Il lui sera impossible d'enseigner. Beaucoup de portes se ferment, définitivement pour lui. Je voulais revenir maintenant sur la vie en prison, telle que nous, on l'a vécue. Antonin est arrivé mardi soir à Fleury, d'abord dans un bâtiment spécifique pour les arrivants. Le lendemain, il a été envoyé dans un nouveau bâtiment, le D1. Il est encore au quartier des arrivants dans ce bâtiment. Il en a pour 15 jours, 1 mois, me dit-il. Il m'a écrit une lettre ce matin, avant d'avoir une affectation définitive. Ce bâtiment du D1 est le bâtiment qui est réservé aux longues peines. On vient donc de lui donner un message important, c'est qu'il va y rester longtemps. Fleury, c'est un avantage pour lui parce que malheureusement pour lui, il le connaît déjà, donc il a dépassé l'angoisse de l'arrivée de la première incarcération. Vous aviez peut-être pu prendre connaissance de ces textes qu'il avait publiés sur Prison Insider l'année dernière, où il racontait cette arrivée à la prison, cette angoisse de la prison. C'est une prison qui a des conditions d'hygiène et de salubrité
meilleure que celle de Fresnes ou de Villepinte, où il était allé malheureusement. Mais il va rester dans une certaine instabilité pendant quelque temps. D'abord, il ne sait pas s'il sera toujours dans cette cellule, il ne sait pas avec quel codétenu il sera, s'ils seront plusieurs, s'il sera seul, c'est rare. Il a la logistique minimale, celle des indigents, c'est-à-dire la gamelle et 2 heures de sortie par jour. Pour l'instant, il lui est impossible d'avoir autre chose pour améliorer son quotidien. Et le quotidien, l'amélioration de ce quotidien pour les prisonniers, c'est avoir accès à un parloir, avoir des cours, pouvoir s'inscrire à l'école, avoir un travail, pouvoir cantiner. Cantiner, c'est acheter des produits, avoir une plaque électrique pour cuisiner, s'acheter une poêle, une casserole, louer un frigo, acheter du papier pour écrire. Pour l'instant, il m'a écrit sur des petits bouts de papier. Ce sont tous les moyens qu'on peut essayer de trouver pour améliorer son sort. Des moyens qui sont octroyés aujourd'hui aux prisonniers. On peut lui écrire aussi. Pendant longtemps, on ne pouvait pas, les prisonniers ne pouvaient pas avoir de courrier, donc ça c'est vraiment important, il faut lui écrire. Mais c'est aussi des moyens de pression sur les prisonniers, c'est-à-dire qu'on peut vous retirer ces droits qui vous améliorent votre quotidien, on peut vous les retirer quand on veut. La vie en prison, on peut parler d'une certaine violence, mais il y a aussi beaucoup de solidarité en prison, et c'est plutôt ce qu'Antonin a connu. Des solidarités entre prisonniers pour s'aider matériellement. Antonin, quand il y était, avait ouvert un atelier d'écriture. Beaucoup de prisonniers ne savent pas écrire, ne parlent pas français, n'ont pas de famille. Pour demander un parloir, pour demander un rendez-vous chez le médecin, il faut écrire une lettre. Donc il avait, avec certains camarades, mis en place cet atelier. Donc il y a des réseaux de solidarité intenses qui s'y développent, même s'il y a de la violence aussi, due au trafic qui sont co-organisés avec l'administration pénitentiaire sur les téléphones notamment. Donc, tout le monde sait que tous les prisonniers ont des téléphones et que s'ils rentrent dans les prisons, c'est bien grâce à l'administration pénitentiaire. Donc c'est un moyen de gagner la paix sociale, de permettre aux prisonniers d'avoir des contacts avec l'extérieur, mais c'est aussi des moyens de sanctionner extrêmement forts, parce que quand on vous prend avec un téléphone, vous avez le mitard qui est la punition, la prison dans la prison. Côté famille, moi j'ai appris à connaître la prison, qui a été un monde assez brutal. C'est peut-être un des sujets, les familles de détenus, qui est le plus délaissé des luttes, des combats, des expressions. D'abord, il faut assumer la prison avec des conséquences sur nos vies sociales, nos vies professionnelles, familiales. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu parler, j'ai pu être protégée dans mon travail, ce qui n'a pas été le cas de nombreuses familles que j'ai côtoyées qui se taisent, de peur de perdre leur travail, de peur d'avoir l'opprobre, de gens qui déménagent, qui partent de leur quartier et qui perdent leur travail, qui perdent tout leur réseau de sociabilité. C'est extrêmement difficile, donc ça, je pense qu'il faut en parler. Ces familles sont extrêmement seules. Il faut comprendre aussi le fonctionnement de la justice et de la prison. C'est extrêmement difficile. Les textes sont très compliqués. Les règlements intérieurs n'existent pas dans les prisons, même s'ils sont obligatoires. Toute demande doit passer par l'écrit. Si vous n'avez pas un niveau culturel suffisant, vous ne savez pas écrire les lettres. Pour demander, par exemple, je dois là faire tout de suite des courriers pour demander qu'Antonin puisse avoir accès à ses lentilles de vue, parce que c'est interdit, donc il va falloir plusieurs semaines pour que je puisse lui apporter des lentilles. Donc tous ces droits des prisonniers, pour bon nombre de familles, sont des droits inaccessibles, et pourtant sont des droits élémentaires. Faire une demande de parloir, c'est compliqué. Je viens de faire la mienne, je pense qu'ils vont mettre 15 jours à l'instruire. Et puis ensuite, il faut téléphoner tous les jours pour avoir un rendez-vous 15 jours à l'avance. Vous prenez ce qu'on vous donne. Et donc, je pense que je ne verrai pas Antonin avant 1 mois, au moins. Et avoir cette capacité de téléphoner, d'écrire, de faire toutes ces démarches, bon nombre de familles ne l'ont pas.
Moi, chaque matin, quand je téléphonais, avec 3 ou 4 téléphones pour prendre mes rendez-vous téléphoniques, parce qu'évidemment, les plateformes sont prises d'assaut, ça le sait malheureusement, je partais parfois dans le RER avec mes téléphones pour continuer à téléphoner. C'est juste de la folie. Et donc, il ne faut pas avoir honte dans le RER de dire, voilà, je téléphone pour le détenu qui s'appelle comme ça et qui a le numéro d'écrou qui est un tel et qui est dans tel bâtiment et je demande un permis de visite. Qui peut le faire? Je pense aux nombreuses mères de famille qui ont des enfants jeunes qui doivent les emmener à l'école, à la crèche et qui ne sont pas dans la capacité matérielle de pouvoir prendre ces rendez-vous. Je pense à ceux qui sont à l'étranger et qui ne sont pas dans la capacité matérielle de pouvoir prendre ces rendez-vous. Pourtant, ce sont les familles qui assurent le lien avec l'extérieur, qui assureront toute la logistique. Nous apportons le linge une fois par semaine, que nous lavons aussi, que nous récupérons sale. Nous écrivons, nous prenons les rendez-vous, nous sommes les liens avec les avocats, même si les avocats passent leur temps à nous dire que nous sommes des tierces personnes et qu'ils n'ont pas de contact à avoir particulièrement avec nous. C'est extrêmement difficile, il faut se battre en permanence. La prison, c'est une violence aux détenus, mais tous vous le diront. Le plus dur, c'est pour les familles. Il y a une violence qui est faite pour les familles quand on se présente au parloir. Nos détenus sont fouillés après les visites, nous sommes fouillés avant les visites. Nous sommes une pression sur les détenus, nous pouvons être interdits de visite pour un oui, pour un non, parce qu'on a sonné au portique, parce qu'on a caché une friandise sur soi pour le donner à nos détenus. On est soumis à l'arbitraire des surveillants. Et effectivement, comme vous le disiez, ce sont majoritairement des femmes qui sont présentes au parloir. Même s'il y a des hommes. Je pense aussi tout à coup à la maison d'arrêt des femmes, où effectivement il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent leur rendre visite. D'ailleurs, les créneaux de visite des femmes détenues sont souvent très disponibles. Et je pense que les femmes détenues ont une situation encore pire que celle des hommes. À Fleury, par exemple, elles n'ont pas de douche dans leurs cellules et elles doivent demander toutes sortes d'autorisations pour avoir des choses élémentaires de leur hygiène. Je vais conclure, j'ai été un peu longue, je suis désolée, pour vous dire, si vous ne l'aviez pas compris, que, évidemment, je ne peux espérer à personne, même à mon pire ennemi, d'aller en prison. Et pour cela, parce que j'ai connu ce monde et parce que mes fils l'ont connu, je pense qu'il faut lutter contre les prisons. Agir pour aider les prisonniers aujourd'hui, c'est important, mais ça ne réglera pas le problème essentiel. À l'intérieur des prisons, leurs luttes sont très compliquées. Ils ont peu de moyens d'action pour agir. Ils ont les blocages pour lesquels ils prennent de grands risques de punition, de mitard, d'isolement. Il y a les solidarités que je vous décrivais entre les plus démunis, pour les indigents, pour la nourriture, pour écrire. Et puis à l'extérieur, tout ce que nous pouvons faire, nous peinons quand même à toucher le grand public et tous ceux qui ne sont pas concernés directement par la prison. Même moi, avant d'être concernée par la prison, je ne pouvais pas m'imaginer ce qu'était la prison. Je pense que la prison aujourd'hui, c'est un coût et une violence pour tous, un coût pour la société, énorme, avec des objectifs qui ne sont pas atteints, celle de la réinsertion et de la baisse de la délinquance. La réinsertion, je pense que c'est vraiment pour rigoler. Et la baisse de la délinquance, je pense que nous voyons tous dans les chiffres que ce n'est pas efficace. Voire même la prison est un centre de formation. Il y a des alternatives possibles. C'est une honte aujourd'hui pour des sociétés comme les nôtres, démocratiques, qui se veulent humaines, fraternelles et solidaires, d'avoir les dispositifs de prison tels que nous les connaissons en France. Je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez eu pas mal de sujets aujourd'hui sur ces questions.
voilà, je ne peux que vous témoigner de ce que j'ai vécu et je ne peux que vous témoigner de la reconnaissance que j'ai pour ce que vous nous apportez, les soutiens que vous apportez à Antonin. Il va falloir se mobiliser très fortement pour Antonin, car il rentre dans une phase de son histoire judiciaire qui peut être terrible, celle de l'oubli. Et donc je compte sur vous, je compte sur tous ses amis, tous les réseaux pour faire connaître sa situation. Et à travers sa situation, puisque nous avons la chance de pouvoir nous exprimer, faire connaître la situation de tous les détenus qui sont en France dans des situations exécrables.